simplement à ce stade que nous allons choisir le progiciel support du tableau de bord. Au cours de cette dernière ligne droite de l'étape, nous ne nous intéresserons qu'à la partie visible de l'iceberg système décisionnel et nous laisserons de côté toute la mécanique dont nous avons déjà parlé pour nous focaliser pratiquement exclusivement sur les besoins des utilisateurs. Approche fonctionnelle. Il est préférable de définir une batterie de critères de sélection consensuels et fonctionnels afin de ne pas être trop influencé par les phénomènes de mode et les vendeurs un peu pressants. Les critères techniques ont bien sûr aussi leur importance, et notamment la cohérence avec l'architecture technologique. Cependant, il est primordial de modérer le poids de ces critères et d'en relativiser l'importance afin de ne pas imposer aux utilisateurs des solutions inadéquates sur le plan fonctionnel. Choisir en fonction des besoins. La méthode se déroule en 3 temps majeurs. 1. Commencez par identifier les quelques critères clés faisant la différence. Un travail en équipe, synthétisé à l'aide d'un diagramme cause-effet, facilite grandement la tâche. 2. Puis, une fois les principaux critères retenus, procédez à un tamisage des produits selon votre propre grille. 3. Ensuite, un schéma de type polaire permet de valoriser chacun des produits de manière objective. Les utilisateurs décideurs évaluent ainsi chacun des produits en tenant compte des avantages et inconvénients selon les critères définis en commun. Étape 9, intégration et déploiement. Intégration. Une fois le produit sélectionné en tenant compte des spécifications fonctionnelles et techniques, il reste encore à intégrer le progiciel. Intégration à l'existant. Le nouveau progiciel doit trouver sa place au sein même du système d'information. Remplace-t-il un produit plus ancien? Il faudra en ce cas procéder à une migration des données. Un travail qui peut devenir long, délicat et coûteux. Formation. Dans tous les cas, le nouveau progiciel va bousculer les usages. Il est important de prendre le temps d'assurer la formation des utilisateurs. Ils ont besoin de se sentir à l'aise. Il est préférable d'éviter le rejet uniquement par méconnaissance de l'outil. Une bonne formation se déroule en 2 temps. Un premier temps d'initiation, le b.a.-ba de l'outil, suivi d'une formation à la carte après une période plus ou moins longue d'utilisation en conditions réelles. Déploiement. Si le projet est conséquent en nombre de postes, il est préférable de mettre au point la solution avec un nombre réduit d'utilisateurs, en manière de projet pilote, puis de déployer plus largement et plus rapidement. Projet. Il est toujours préférable de travailler par projets courts intégrés successivement. Rapidement mis en œuvre, ils sont plus aisés à gérer. L'accompagnement du changement est aussi dans ce cas plus facile à maîtriser. Dans tous les cas, quelle que soit l'ampleur du projet, il est important d'adopter des techniques de gestion de projet afin de mieux gérer les budgets et calendriers et de prévenir les risques et menaces potentielles. Les coûts. Intégration et déploiement engendrent des coûts assez conséquents, souvent jugés un peu à la légère lors du lancement du projet. Il s'agit en effet de considérer la totalité des coûts directs et indirects, comme les coûts de configuration des produits, de plateforme de test, de migration, de formation, de communication, d'élaboration de la documentation, de démarrage, les pertes de production potentielles, le cas échéant. La recette. Lors d'un projet à déroulement dit classique, la recette est le moment le plus crucial. Les prestataires rentrent le ventre et croisent les doigts en espérant que les jeux d'essai prévus passeront sans créer trop de grabuge. Très souvent, les incompréhensions entre donneurs d'ordre et prestataires ne sont mises à jour qu'en cet instant. Les méthodes de type participative limitent les risques de dérive. Ces méthodes, comme Jimcy, ne suppriment pas pour autant les niveaux de recettes. Étape 10. L'audit périodique du système. Le changement est rapide et continu, dit-on. Il n'y a rien de plus juste. Les marchés évoluent, les stratégies s'affinent, les équipes se font et se défont, les objectifs changent, les pratiques s'améliorent. Autant des raisons pour que le système d'aide au pilotage évolue en conséquence. Mais pour éviter les développements sauvages faits au coup par on ne sait qui, on ne sait comment, il est préférable de procéder à un audit régulier et périodique du système. L'audit, un certain regard. L'audit n'est ni une inspection ni un contrôle des pratiques. L'audit est une évaluation du système à un moment donné dans le cadre de l'amélioration permanente. Selon la FNOR, l'audit se définit ainsi. L'audit est un examen périodique d'une situation réalisée en coopération avec les intéressés en vue de vérifier l'adéquation avec l'objectif recherché. L'audit est consensuel. Il s'agit d'adopter un regard commun du système placé sous l'éclairage des objectifs visés. Déroulement de l'audit. Un audit se déroule habituellement en 4 temps majeurs. Initialisation de la mission, collecte d'informations, étude des informations collectées, synthèse. Un audit s'accompagne d'un ordre de mission, définition des objectifs, composition de l'équipe d'audit, date et durée de l'audit, référentiel. L'audit, recommandation. La phase de collecte d'informations est la plus délicate. Pour réussir cette phase essentielle, l'auditeur devra tout mettre en œuvre pour dépasser les résistances à la communication.
Pour une grande majorité d'entreprises, il n'est malheureusement pas naturel que chacun puisse émettre un point de vue en toute liberté. Le poids de la hiérarchie, supposée ou réelle, est un obstacle à dépasser. L'instauration préalable d'un climat de confiance accompagné de techniques de communication privilégiant la prise de conscience et fondée sur le feedback contribuera à limiter le nombre de quiproquos et de non-dits. Conclusion de l'audit. Une fois à son terme, l'audit apporte des réponses précises aux trois questions suivantes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est notre progression depuis le dernier audit? Que faut-il faire pour améliorer le système? Un diagramme polaire valorisé résume assez bien la situation. Une liste d'actions collectivement choisies et soigneusement détaillée, qui, quand, comment, conclut cet audit. Pour plus de compléments sur la méthode d'audit et son déroulement, n'hésitez pas à vous reporter au livre de référence support de secours. Avant d'aborder les perspectives des tableaux de bord, il est bon de faire un point sur les méthodes de conduite de projet. Manager les nouvelles générations de projets. Le projet Business Intelligence ouvre la voie à une nouvelle génération de gestion de projets technologiques. Les premiers projets de mise en œuvre des technologies informatiques ne visaient essentiellement que la rationalisation des processus. Les préoccupations techniques mobilisaient alors la totalité du débat. L'humain n'était pas un paramètre décisif. Aujourd'hui, cette approche des projets n'est plus tenable. Les technologies de l'information ne se limitent plus à rationaliser les processus existants. Les projets de business intelligence et de knowledge management, pour ne citer que ceux-ci, ont une toute autre finalité. Ils devront impérativement être abordés différemment, en rupture avec les approches du passé. L'humain décideur, acteur au sein de l'organisation, a la priorité pour toutes les phases du projet. Les technologies ne sont là que pour servir ses besoins. De toute façon, les technologies disponibles sont suffisamment performantes, profitons-en. Le projet de mise en œuvre de l'aide à la décision. L'aide à la décision est un thème particulièrement complexe. Si la stratégie, comme on l'a vu, délimite le cadre du projet et en fixe les finalités, la mise en œuvre du projet doit, comme il se doit, recentrer systématiquement le processus de décision sur l'homme. Dans tous les cas, il faut se marteler le crâne que la décision est une prise de risque. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour assurer aux décideurs l'appréhension efficace du risque. C'est en gardant ce but en ligne de mire que se déroulera le projet tableau de bord. C'est ce que propose la méthode GIMSI. Un peu d'anticipation, les prochaines générations de tableaux de bord. Deux voies de développement principales. L'ergonomie. Il faudra bien qu'un jour les concepteurs de logiciels de tableaux de bord s'attardent un peu plus sur la question essentielle de la présentation des informations. Tous les types de présentation ne sont pas interchangeables. Toutes les informations n'ont pas la même importance. Il est primordial que le décideur puisse saisir le sens complet porté par un indicateur. 2. La coopération. L'isolement du décideur aux prises avec sa problématique est la pire des situations. Ce n'est pas parce que vous disposez de l'accès à un maximum de données que vous maîtrisez pour autant le problème dans toute sa dimension. La complexité de la décision, c'est aussi cela. Déjà, Herbert Simon avait analysé cette question de l'incomplétude de la perception en abordant le thème de la rationalité limitée. Et ce n'est pas en augmentant l'accès à toujours plus d'informations, mais bien en facilitant la communication que l'on résout cette équation à multiples inconnus. Communiquer, échanger, partager avec d'autres experts en leur domaine, qu'ils soient reconnus, officiels ou de fait, peu importe. En tout cas, ils disposent d'un autre angle de vue de la question, ils utilisent un autre prisme pour apprécier la réalité. La bonne appréciation d'un problème est bien le résultat d'une confrontation de vues. Le tableau de bord efficace intégrera à terme et en natif des fonctions de communication impromptue ou continue avec des partenaires collatéraux, internes et pourquoi pas externes. L'étude de cas est en ligne sur le site Note de souhait. Cette formation en ligne est une sensibilisation à la conduite du projet de tableau de bord. Elle ne présente que les rudiments. Je vous laisse lire ce texte assez court et je vous renvoie au livre de référence bien plus complet, page suivante. Ce livre est un best-seller de sa catégorie. Il est didactique, il est conçu comme un guide. C'est la synthèse de près de 15 ans de conception et de réalisation de systèmes décisionnels à base de tableaux de bord et de business intelligence auprès d'entreprises publiques comme privées. Pour en savoir un petit peu plus, je vous renvoie au site là marqué en référence, piloté.org, où vous trouverez des commentaires et des extraits. Bonne lecture.